Mesdames, Messieurs, bonsoir. Législatives et municipales 2013, les acteurs politiques dénoncent le découpage électoral effectué le 3 juillet dernier par le président de la République qui, pour eux, ne fait que renforcer les inégalités sociales. C'était lors des échanges entre ces acteurs et les responsables d'Elections Cameroun ce jour à Yaoundé. L'autorité administrative, au bout de la levée de corps d'un ancien lion indomptable, eh bien c'est dans l'indifférence de celle-ci que l'UPOL Fédé a entamé ce jour son dernier voyage à l'hôpital général. Et enfin, après le bac, les nouveaux bacheliers se projettent déjà dans l'avenir, un avenir que beaucoup plus le voient dans l'enseignement supérieur. Notons que le fait marquant de ce baccalauréat 2013 est notamment le Nord-Ouest qui succède à lui-même au classement par région, tandis que l'extrême nord occupe la dernière place comme en 2012. Comment comprendre ces différentes performances? Je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal avec notre invité. Une fois de plus, bonsoir. Eh bien, la réussite du scrutin, du double scrutin du 30 septembre prochain était donc en débat entre Elections Cameroun et les autres acteurs du processus électoral. Le respect de la loi, la prise en compte du genre et des droits des personnes handicapées dans la constitution des listes sont quelques-uns des sujets qui préoccupent les acteurs politiques. Sal John et Marcelin Gansop. Dans cette salle, des acteurs de divers bords, préoccupés par l'amélioration constante du système électoral, le double scrutin du 30 septembre prochain offre l'occasion de tracer les sillons de la réussite. Celle-ci passe par la prise en compte d'un certain nombre de préalables. Je pense qu'on aurait pu faire ça peut-être un peu plus tôt. Tous les partis vont donc s'approprier des dispositions légales sur la constitution des listes. C'est la chose la plus importante. Vous savez que nous avons, nous RDPC, une expérience amère en la matière. Et donc, nous sommes disposés à ne pas retomber dans les mêmes pièges. Voilà. Il faut que nous nous entendions sur certaines dispositions de la loi pour nous convenir. Il faut aussi qu'on puisse savoir qu'une fois qu'une affaire est allée devant la haute juridiction, en la circonstance, c'est le Conseil constitutionnel. Et qui est la jurisprudence? Cette jurisprudence-là est source de loi. Dans des choses comme ça, il faut qu'on puisse se le dire quand nous nous retrouvons. Cette quatrième concertation entre ELECAM et les autres acteurs du processus électoral offre l'occasion aux femmes et aux couches défavorisées de faire entendre leur voix. Nous sillonnons un peu les QG des partis politiques depuis qu'ils sont en train de constituer les listes de candidatures et nous nous rendons compte qu'effectivement, là où il n'y a que 2 sièges, les partis politiques alignent un homme et une femme. Donc nous nous réjouissons de cela et croyons que au lendemain du 30 septembre, nous aurons au moins 60 femmes députées à l'Assemblée nationale et beaucoup plus de femmes, more women in the councilors. Toute personne handicapée a le droit de voter, a le droit de prendre part au parlementaire, a le droit d'avoir un poste au gouvernement. Donc je ne vois pas pourquoi il devrait avoir des barrières pour des personnes de petite taille. Donc il faudrait appliquer les lois. Et c'est donc pour ça que nous sommes ici pour le faire. La clôture des inscriptions étant désormais effective, il reste une équation difficile à résoudre. Le retrait des cartes électorales, dont le rythme actuel donne des insomnies à ELECAM. Nous tournons autour de 5,5 millions. Autour de 5,5 millions. Nous avons déjà dépassé le cap de 2 millions de cartes distribuées. Nous invitons des électeurs à aller maintenant, ne pas attendre pour retirer leurs cartes électorales. C'est depuis septembre 2010 que ELECAM se concerte avec les autres acteurs du processus électoral. Il est question, à travers cette quatrième rencontre, de poser les jalons d'un scrutin qui essuiera moins de critiques. Le SIF est plus préoccupé par la fraude qui risque de discréditer le double scrutin du 30 septembre prochain. Le principal parti de l'opposition a ainsi identifié 2 pistes qui peuvent permettre à ELECAM de limiter les dégâts. Et à ce sujet, je vous propose la réaction du secrétaire national adjoint à la communication du SIF, Abel Elimilobé, au micro de Marcelin Gansop. Le découpage électoral et la répartition des sièges effectués récemment par le président de la République est resté en travers de la gorge des leaders de l'opposition. Ces derniers dénoncent une programmation par embuscade et une inégale répartition
favorable au parti au pouvoir. Le Foundi a 7 députés. La MIFI, par exemple, qui absorbe pratiquement toutes les villes de l'Ouest, des populations de l'Ouest, n'a que 2 députés à l'Assemblée nationale. On nous parle de découpage. Quel découpage? C'est vraiment au profit du parti au pouvoir. Je ne refuse pas, je comprends que quand on est au pouvoir, on essaye de tirer la couverture de son côté. Mais quand même, il y a c'est-à-dire la moindre honnêteté morale. C'est ce que nous demandons pour que nous tous nous convergeons. Un député pour 200 000 habitants, alors que dans certaines régions dites favorables pour le parti au pouvoir, on trouve un député pour 40 000 habitants. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'équilibre. Seul le chef de l'État détient la clé, c'est lui seul connaît les chiffres et bon, le moment venu, il peut les utiliser comme il veut à sa faveur. Ces leaders sont d'autant plus préoccupés que les données du dernier recensement de la population n'ont pas été prises en compte lors de ce découpage présidentiel. Pas qu'il faut augmenter le nombre de députés, il faut rééquilibrer selon le dernier recensement que nous connaissons, qui a été publié et qui est sujet aussi à discussion. Regardez la situation de Douala premier. Mais on nous a donné seulement 3 députés. Et regardez par exemple Djaï Lobo et les autres. Vous vous imaginez combien d'habitants Douala a? Et Douala, c'est un pôle économique qui doit avoir au moins, je vous dis au moins 12 députés. Pour les leaders de l'opposition, le découpage du 3 juin et la répartition qui va avec confortent davantage les inégalités en favorisant certains départements au détriment d'autres. En lieu et place de la réaction d'Abel Elimilobé, vous avez plutôt eu droit au reportage de Marcelin Gansop qui portait sur les réactions sur ces acteurs politiques qui dénoncent ainsi le découpage électoral effectué le 3 juillet dernier par le président de la République. Pour ces acteurs, ce découpage qui n'a pas tenu compte du recensement de la population renforce ainsi les inégalités sociales. Le SDF est donc plus préoccupé par la fraude qui risque de discréditer le double scrutin du 30 septembre prochain. Le principal parti de l'opposition a ainsi identifié 2 pistes qui peuvent permettre à l'ECAM de limiter les dégâts. Je propose enfin de suivre Abel Elimilobé, il est au micro d'Equinox Télévision. La première concerne la sécurisation des données du scrutin. Beaucoup a été fait dans le sens de l'élimination des poches de fraude. Mais il reste 2 poches de fraude essentielles que l'ECAM n'arrive pas à traiter. Nous ne comprenons pas pourquoi. Nous demandons à l'ECAM, et parce que l'article 7 du Code électoral lui donne le pouvoir de le faire, de prendre des mesures réglementaires pour que le président du bureau de vote et les membres de la commission locale de vote, représentant les partis politiques, qui ont écrit ensemble le procès verbal, le transportent ensemble pour le donner à l'antenne communale qui est chargée de le collecter. À ce niveau-là, nous souhaitons que l'ECAM prenne des mesures pour que le responsable de l'antenne communale non plus ne soit seul pendant 72 heures à manipuler les procès verbaux, parce que c'est lui qui a recruté les présidents des commissions locales. Il peut être en intelligence avec des formations politiques et appeler pendant 72 heures 1 ou 2 membres de présidents de bureau de vote et leur donne des imprimés vierges et modifie les procès verbaux. La deuxième attente que nous avons et que nous allons exprimer ici, vous savez que dans les années passées, il a souvent été demandé aux électeurs de sortir avec les bulletins de vote pour lesquels ils n'ont pas porté leur choix, afin d'être récompensés par des électeurs qui les commandent, etc. Des choses comme ça. Nous pensons que cette espèce de faute peut être définitivement jugulée en utilisant le bulletin unique. Avec le bulletin unique, aussi bien pour les élections législatives que municipales, il ne sera plus possible à l'électeur de sortir avec un exemplaire pour aller présenter ça à des états-majors politiques contre rémunération. Parlons toujours des législatives et municipales, cette fois dans la région du littoral et plus précisément à Douala. On parle d'une idée d'un guichet unique afin de limiter la lourdeur que l'on observe dans le processus de l'établissement des dossiers de candidature. Eh bien, cette idée a été mise par le président régional de l'UNDP pour le littoral, Moseli Djebayi, demande ainsi à Elections Cameroun de mettre sur pied une structure chargée de décentraliser ces documents. C'est dans ce reportage de Dallas Tana et Serge Alaoutou. La date butoir de réception des candidatures par Elections Cameroun avance à pas de géant. Une situation qui n'inquiète pas Moseli Djebayi.
Le président régional de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, pour le littoral, reconnaît que son parti sera bel et bien au rendez-vous du 30 septembre. Si les candidats UNDP sont en train de se conformer aux exigences de la loi électorale, il regrette les lourdeurs et la corruption qui sont en train de gangréner le processus. Pour lui, il faut tout revoir. On ne devrait plus aller de mairie en mairie, on ne devrait plus aller de centre des impôts, etc. Dès lors qu'il y a un guichet, par exemple, d'inscription sur les listes électorales, à partir de là où se trouve le démembrement de l'ECAM, on devrait mettre en place un guichet unique pour pouvoir délivrer les documents à tous les postulants. Le président du PADEC trouve lui aussi à redire. Pour Maître Jean de Dieu Momo, malgré les injonctions du président du conseil électoral, certains personnels zélés de l'État continuent de monnayer l'obtention de certaines pièces constitutives des dossiers de candidature. Tu vas faire le certificat de non-imposition ou le certificat d'imposition, il faut une demande timbrée. Une quoi timbrée, il y a au moins 5 000 francs de timbre. Donc, du coup, les candidats, les potentiels candidats sont découragés parce que, grosso modo, il faut sortir 125 000 francs. Malgré ces difficultés, l'UNDP et le PADEC comptent participer aux législatives et municipales prochaines, mais avec des modes de sélection des candidats qui diffèrent. Si l'UNDP a choisi les primaires et parfois le consensus... Il y a eu des primaires qui se sont déroulées dans certaines circonscriptions. Dans d'autres circonscriptions, il y a eu des consensus. Bien être gagnant au niveau des primaires, ne pas remplir un certain nombre de qualités, ne pas remplir un certain nombre d'obligations, ne pas remplir un certain nombre Bon, donc le parti a le devoir de faire également le choix. Le PADEC a lui opté pour une méthode originale. C'est chaque chef secteur qui va faire une petite sélection locale. Cette sélection se fait au niveau de la base et ensuite elle est renvoyée au niveau central. Nous avons demandé qu'il sélectionne 70% et qu'il nous laisse le soin de désigner 30%. À côté des partis traditionnels, les autres fourbissent leurs armes. Une façon de dire que la bataille des législatives et des municipales s'annonce rude sur l'étendue du territoire. Affaire Amana Dama contre l'État du Cameroun, eh bien, le procès a été reporté pour le 7 août 2013. Ainsi en a décidé le président du tribunal criminel spécial. Il s'agit de la deuxième audience de l'ex-ministre de l'Éducation de base, Yannick Mazoua. 45 minutes, c'est le temps qu'aura duré la deuxième audience de Amana Adama au tribunal criminel spécial. Pour le conseil de l'ex-ministre de l'Éducation de base, les débats ne pourront s'ouvrir que si réponse est donnée à leur requête aux fins d'arrêt des poursuites. D'abord, pour la psychologie de leur cliente. Nous pensons qu'un accusé qui a procédé au remboursement et qui a introduit une requête aux fins d'arrêt des poursuites n'est pas dans un état psychologique stable. Il n'est pas dans un état où il peut se défendre normalement. Et aussi de peur d'être en face d'une contrariété. Imaginez-vous que l'on entre aujourd'hui dans le fond de l'affaire en ouvrant les débats et que par la suite, l'arrêt de poursuite intervient dans 6 mois. On aura perdu du temps. Plus grave encore, il pourrait arriver que, alors que les poursuites sont terminées et que la personne est déclarée coupable, voilà une décision d'arrêt de poursuite qui arrive. Nous serons davantage dans la confusion parce que, me semble-t-il, le texte portant création du tribunal criminel spécial n'a pas réglé ce cas de figure. Or, pour le ministère public, la procédure de remboursement est administrative et non judiciaire. Argument que rejette le conseil de Amana Adama. Face à ces contradictions, le président du tribunal criminel spécial, Yab Abdou, s'est vu dans l'obligation de renvoyer le procès pour le mercredi 7 août 2013. Examen officiel 2013, eh bien, les résultats de l'enseignement secondaire, du baccalauréat l'enseignement secondaire sont disponibles dans la ville de Douala. Au lycée Jos de Bonanjo et au lycée bilingue de Dedo, où nos reporters se sont rendus ce jour, l'on a noté une grande effervescence. Retour sur l'ambiance, la proclamation des résultats avec Jean-Denis Peck et Julie Ngué. Voici Aïcha, candidate au baccalauréat général. Son arrivée dans son sous-centre d'examen du lycée Jos se fait discret. Aïcha est anxieuse et inquiète. Plus elle se rapproche du babillard sur lequel est affiché les résultats, plus elle retient son souffle.
Après lecture systématique des listes, elle explose de joie. Comme Aïcha, ils sont nombreux à avoir réussi à leur examen. J'ai fait tout mon cycle, c'est échoué. J'ai réussi à relever mon défi numéro 1. C'était ma première fois, effectivement. Et j'ai tellement aimé la littérature, surtout l'anglais, que je rêve de devenir traductrice dans le monde. Au lycée Jos comme au lycée bilingue de Deido, c'est la même ambiance. On a eu le bac, donc on n'a rien à dire de spécial. Je vais aller dans le matériel, Cependant, certains candidats ne partagent pas la joie de leurs camarades. Claude vient d'échouer au baccalauréat série D. Consciente de sa situation, elle pense déjà à la future année scolaire. Si c'est la première fois que je fais le bac pour moi, l'année prochaine je vais faire mieux. Bon, je vais m'améliorer pour que l'année prochaine je puisse avoir mon examen. Toujours dans cette cour, les candidats au baccalauréat session anglophone sont perplexes. Ils attendent leurs résultats annoncés dans les prochains jours. Eh bien, notons que ces différents candidats, leur baccalauréat dans la poche, se projettent déjà dans l'avenir et la plupart d'entre eux rêvent d'intégrer les grandes écoles pour devenir soit médecin, ingénieur ou encore homme de droit, avec pour comme espoir de trouver un emploi au terme de leurs études supérieures. Retrouvons une fois de plus Jean-Denis Peck et Julien Gué. Enfin, j'ai eu mon bac. Cette phrase revient dans la bouche de la plupart des lauréats qui ont bravé avec succès les fastidieuses épreuves du baccalauréat de l'enseignement général. Pendant qu'ils savourent ce sentiment de soulagement, certains pensent déjà à l'après-bac. Des propositions, il y en a. J'ai toujours rêvé d'intégrer l'armée. Bon, je pense que j'ai encore 3 années à passer à la faculté en droit avant de faire un concours de l'EMIA. La question de l'orientation académique préoccupe davantage ces personnes. Ah oui, moi j'ai fait une école de formation, je vais faire le plus bientôt la faculté de médecine de Douala, je ne sais pas encore, mais j'ai attendu le résultat pour me mettre en forme, quoi. Sur ces murs, d'autres propositions sont placardées. Parmi les nouveaux bacheliers, Mohamed, lui, rêve de devenir ingénieur. J'ai fait le concours polytechnique. On attend les résultats. Ingénieur en génie civil. J'espère qu'après mes études universitaires, je vais pouvoir trouver un travail. Il y a plus peur du manque de travail qui existe au Cameroun. Une nouvelle vie et de nouvelles réalités s'ouvrent à ces bacheliers. La suite du journal, on note qu'on parle d'un sale temps pour les pharmacies qui exercent en toute clandestinité dans la ville d'Ezeka. Eh bien, la délégation régionale de la santé pour le centre vient donc d'initier une campagne d'assainissement dans le chef-lieu du département d'Union Ekele. Notons que là-bas, il n'existe pas de pharmacie classique. Les précisions avec Sandrine Babo et Jean-Paul Yango. Il n'y a pas de pharmacie à Ezeka. Même à l'hôpital, il n'y a pas de remèdes. L'absence des pharmacies homologuées dans le département d'Union Ekele a ouvert la voie à la propension d'une pharmacie d'un autre genre, les pro-pharmacies. Dans ces officines, on y trouve de tout, pour la plupart des médicaments d'origine douteuse et conservés dans des conditions inappropriées. Dans la ville d'Ezeka, le phénomène a pris de l'ampleur. Les propriétaires de ces structures ne disposent pas de factures d'achat de médicaments et de fournisseurs agréés. Une situation qui a interpellé les responsables de la délégation régionale de la santé publique pour le centre et de l'hôpital de district d'Ezeka a fait une descente conjointe sur le terrain. Objectif, identifier et fermer ces formations sanitaires clandestines. Nous avons procédé à des scellés, comme je vous l'ai dit tantôt. Nous avons convoqué au niveau du district de santé et tous les responsables de ces points de vente illicites pour qu'ensemble nous ayons des réunions de sensibilisation et que nous prenions ensemble des directives et des recommandations pour que cela cesse. Le mal est profond, tant ces substituts des hommes en blouse blanche pratiquent également des soins. Mais surtout, ce qui a été très frappant, c'est que nous nous sommes rendus compte que sur le terrain, effectivement, ces vendeurs de médicaments ambulants pratiquent des soins qui sont du reste interdits. Et surtout que nous avons eu des incidents tout récemment. Nous avons par exemple eu au niveau de l'hôpital des districts, nous avons opéré une patiente qui a été... dont on a pratiqué sur elle un avortement provoqué, clandestin comme on le dit, et n'est-ce pas, qui s'est soldé par une perforation de l'utérus.
Cette opération d'assainissement, qui n'est pas la première du genre, vise la protection des populations. Autrefois, la seule pharmacie opérationnelle à Ezeka était logée au sein de l'hôpital. Aujourd'hui, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'emploi des jeunes préoccupe l'autorité du département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. C'est dans cette optique qu'un projet baptisé IMO a été lancé à Banganté. Pour en avoir plus de précisions, retrouvons depuis Banganté Jérôme Nassis Obzé. Banganté vient d'être retenu parmi les 3 communes et 2 communautés urbaines sur les 364 communes du Cameroun pour servir de chantier école type IMO, c'est-à-dire commune pilote dans la mise en œuvre des projets générateurs d'emplois et vecteurs de maîtrise d'ouvrage. C'est M. Ebele Samuel Christian Ernest, préfet du département d'Undé, représentant personnel du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Emmanuel Ganjoumissi, qui vient de procéder à Banganté au lancement officiel du projet IMO Minepat, mairie de Banganté. Un projet qui va manifestement nous permettre de résoudre la question de l'emploi des jeunes. Nous tombons à pic parce que nous sommes à l'entame des vacances scolaires, mais aussi qui permettra à ces jeunes qui seront retenus d'être fiers de participer à la construction de leur ville, à la construction de leur département. Nous voulons donc prendre l'engagement ici d'accompagner ce projet, d'encadrer ce projet pour qu'il aille jusqu'à son terme et selon les règles de l'art. Ce projet va permettre à plus de 200 jeunes sans activité rémunérée de trouver non seulement un emploi, mais aussi et surtout d'acquérir de nouveaux savoir-faire, notamment dans la restauration, le transport, le commerce général, l'assainissement et la maîtrise d'ouvrage. Et au sortir de ce travail, comme il est pilote, ce chantier est pilote, il faut que le manuel des procédures permette que le Minepat, en dupliquant sur d'autres communes, ait des bases, des facteurs clés de succès d'un tel projet qui est connu, mené de bout en bout, avec la main d'œuvre locale, avec nos enfants. Ce tronçon du quartier Nous Femmes de la ville de Banganté est devenu depuis belle lurette impraticable. Les travaux de réfection de cet axe, en chaussée pavée, qui existe d'ailleurs depuis la Rome antique, est prévu dans les toutes prochaines semaines, ainsi que la construction en matériaux locaux de 3 salles de classe au CS de Batela, toujours dans la ville de Banganté. De la nécrologie dans cette édition d'information, le dernier dribble d'un lion indomptable. Lupol Fédé a entamé ce jour son dernier voyage. C'était à l'hôpital général de Yaoundé. Eh bien, le héros du mondial 90, sa levée de corps a eu lieu en l'absence de l'autorité administrative. Retour sur ces moments pleins d'émotions avec Emmanuel Diop et Yannick Mbazoua. L'émotion était forte et en son comble à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Communément appelé Féfé, l'ancien international camerounais Louis-Paul Fédé entame son dernier voyage vers l'éternité. Laissant derrière lui une femme, 7 enfants et 2 petites filles. Laisse également dans la tristesse ses coéquipiers en qui le souvenir d'un héros du football camerounais reste collé à la peau. L'héritage d'un joueur exceptionnel et puis quelqu'un qui a aimé ce qu'il faisait. Ce garçon avait des choses incroyables, il avait une frappe de balle impressionnante. C'était un talent immense. Coéquipiers et frères d'armes qui n'ont pas manqué d'exprimer leur indignation face en l'absence, que ce soit à la morgue ou à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, des autorités administratives. Aujourd'hui, c'est un sentiment de tristesse et on vient de la morgue, nous sommes à la cathédrale et qu'on ne retrouve pas des autorités, que fait quand même officier de l'ordre de la valeur et grand officier avait droit aussi à des honneurs, ou ne serait-ce que quand nous envoie un peu de la police. Hier, il a été abandonné à lui-même, c'est vraiment dommage. Mais comme je dis, tout est faussé à la base. Tout est faussé à la base. Parce qu'il n'y a rien qui est mis en place pour protéger tous ceux qui sont sortis de là, tous ceux qui ont fait rêver tous les Camerounais hier. Né le 26 février 1962,
Louis-Paul Fédé, a cassé sa plume le 10 juin 2013. Féfé, homme du match Cameroun-Argentine du mondial 1990, sera conduit en sa dernière demeure le samedi 13 juillet prochain dans son village natal, en Kolkossé. Voilà, on ne peut que dire adieu l'artiste. Cette information a caractère publicitaire avant de mettre un terme à la première partie de ce journal. Un parieur du PMUC bat le record de gains à Yaoundé. Il a décroché un banco de plus de 180 millions de francs CFA en trouvant la combinaison exacte dans un kiosque du PMUC au lieu dit Hôtel du Plateau. C'est au quartier Essos à Yaoundé. La cérémonie de remise de son chèque a eu lieu hier à l'immeuble siège du Paris Mutuel Urbain Camerounais à Douala. Reportage. L'instant est inoubliable au siège du PMUC à Douala. La remise d'un chèque géant de 180 200 000 francs CFA au bénéfice d'un fidèle parieur qui gagne ainsi gros. Il a trouvé deux combinaisons, un quintet plus dans l'ordre exact, décrochant ainsi le banco de 180 200 000 francs et un autre gain de ce même quintet plus dans le désordre à 203 100 francs CFA. Toutes ces mises sur deux tickets validés à 800 francs. Présent dans la salle, l'heureux gagnant du jour, un mécanicien devenu cultivateur, préfère garder l'anonymat pour des raisons de sécurité. Et c'est la commissionnaire du kiosque où il a validé ses tickets au lieu dit Hôtel du Plateau à Yaoundé qui reçoit son chèque. Je lui demande donc mes commandes, est-ce que banalité, premièrement que ces combinaisons ici, c'est comme ça que j'arrache les combinaisons et je les valide. Mais ce sont ces combinaisons-là qui sont. Ce banco de plus de 180 millions de francs CFA décroché le 5 juillet 2013 bat ainsi le record de 141 millions de francs détenu par un autre parieur, Joseph Zoa. C'est extraordinaire. C'est le grand record de l'Afrique, de tous les PMU en Afrique. Et c'est au Cameroun. Nous sommes toujours les premiers au Cameroun. C'est magnifique avec le PMUC. En compagnie de Jean-Yves Tomy, président directeur général du PMUC, présent dans la salle. Deux partenaires de taille pour accompagner le multimillionnaire dans la gestion de ses fonds. La Société Générale de Banque du Cameroun et l'assureur Grassevoy. On a un slogan qui est juste derrière moi qui dit que l'argent est bon à tout moment. Et on souhaite naturellement accompagner le regagnant dans sa gestion également de ses fonds de façon à ne pas dilapider complètement ce magnifique gain. Un gros lot, c'est des gros investissements possibles et c'est également dans le cadre de la mission du PMUC de pouvoir donner le juste conseil à son gagnant en lui permettant de faire les bons investissements, mais également en lui permettant de se dire que l'assurance permet aussi de pérenniser l'investissement et pérenniser le capital. Au cours de cette cérémonie riche en sons et couleurs, la logique du PMUC reste la même, faire encore plus de gagnants. Madame, monsieur, rejoignez ce cercle où de nombreux gagnants sont là, et puis à la fin du mois, vous pourrez compter les bénéfices de ce que vous aurez remporté, tous ces millions. En plus des paris sportifs du PMUC qui drainent déjà des milliers de passionnés de foot, le retour du quartier plus et l'avènement du bonus dans l'ordre exact sont déjà là deux nouvelles surprises pour tous les amateurs de course du Paris Mutuel Urbain Camerounais. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous invite à nous retrouver dans la deuxième partie de ce journal. Nous allons parler des résultats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général de cette année 2013. Un enseignant et en même temps analyste éducatif nous accompagne en deuxième partie de ce journal. Emmanuel Nkunke-Gwaba, bonsoir. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Il faut noter également que vous êtes inspecteur pédagogique régional de mathématiques. Pour le littoral. Voilà, pour le littoral. Alors, quel est le commentaire que vous inspire le pourcentage de l'examen des résultats au baccalauréat d'enseignement secondaire général qui sont connus depuis 2 jours au Cameroun? Oui, il est très important pour planter le décor de préciser très rapidement que le baccalauréat dont on parle est institué en 1808, il y a 205 ans en France, et il a été imposé par la colonisation française au Cameroun en 1946. Après une première étape qui a permis aux candidats de composer en 2 sessions, une session normale et une session de septembre. Il y a une deuxième étape où la session de septembre a été supprimée et une troisième étape depuis 1993 où il n'y a plus d'oral. D'où le débat autour des délibérations. Alors, lorsqu'on parle de 53,5%, vous voyez qu'on n'est pas très loin du taux de l'année dernière. Ça veut dire qu'on est pratiquement dans la stabilité. Et je pense, à mon avis, que ce taux reflète parfaitement
l'état du système éducatif camerounais, parce que je pense que c'est un système qui est de qualité moyenne. Alors, stabilité également au niveau de la tête du classement par région. On voit que la région du Nord-Ouest a donc réédité l'espoir de l'année dernière avec un taux de pourcentage de réussite de 63,79%. Alors, qu'est-ce qui peut-être pourrait expliquer cela? Est-ce que le système éducatif dans le Nord-Ouest serait meilleur que dans les autres régions? Oui, vous savez très bien que l'école, au niveau de l'école, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire, si les conditions sont réunies pour qu'il y ait de bons résultats, il y aura de bons résultats. Et si ces conditions ne sont pas réunies, forcément, il y a des échecs. Et ces conditions, c'est quoi? C'est la qualité des enseignements, c'est les infrastructures et surtout la mentalité de ceux qui sont chargés d'encadrer. Alors, il nous revient, d'après toutes nos enquêtes, qu'au niveau du Nord-Ouest, il y a un peu plus de discipline au niveau des élèves, c'est-à-dire que les élèves ne se livrent pas à des comportements malsains et déviants tels qu'on les observe dans les autres régions du Cameroun. Il y a également le fait que les enseignants sont un peu plus consciencieux. Les effectifs ne sont pas très pléthoriques comme dans les grandes villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam et autres, où on retrouve parfois des classes de 120, 140, 150 élèves. Il paraît que dans le Nord-Ouest, cela n'est pas le cas. Bon, il y a également les internats. Il faut bien préciser qu'au niveau du Nord-Ouest et même un peu dans le Sud-Ouest, les internats, le système des internats a été conservé. Alors que dans les autres régions du Cameroun, les internats ont pratiquement disparu, sauf pour quelques établissements missionnaires. Si vous êtes par exemple dans la ville de Douala, vous n'aurez qu'un internat, par exemple, au collège catholique qui est au niveau de Yassoua. À Yaoundé, c'est le collège Vok. Mais de façon générale, dans la partie francophone, les internats ont pratiquement disparu. Or, il est prouvé que les enfants qui sont en internat, ils sont un peu plus concentrés, ils sont plus disciplinés et ils peuvent mettre sur pied un bon système d'études. Alors, mais comment est-ce qu'on n'arrive donc pas à calquer tout ce que vous venez de mentionner comme exemple pour ce qui est de la région du Nord-Ouest dans les 10 autres régions? Il existe bel et bien des internats dans la région du centre, du Touareg, un peu partout. Alors, comment est-ce qu'on n'arrive pas à prêcher par ce bon exemple auprès des autres régions? Oui, mais je vous ai parlé de la discipline au niveau des élèves, la discipline au niveau des enseignants. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que ces établissements des autres régions soient assez indisciplinés? En passant, je vais signaler que le seul établissement au Cameroun qui a pu figurer parmi les 5 premiers du classement d'office du bac est encore un établissement du Nord-Ouest. C'est le lycée bilingue de Ndop. Là, nous sommes en 2005. Depuis 2005, où le lycée bilingue Ndop a figuré parmi les 5 premiers, aucun autre lycée n'a pu réaliser cet exploit. Ça veut dire qu'il y a des choses, effectivement, à copier de ce côté-là. On va tout simplement inviter les établissements des zones francophones, littorales, ouest, centre, parce que c'est beaucoup plus ces zones-là qui ont beaucoup d'établissements et même beaucoup d'enseignants. À réduire les effectifs, à respecter les tests en vigueur pour mettre les élèves et les enseignants dans des conditions idoines qui permettent d'avoir des résultats probants. Alors, à l'extrémité de la région du Nord-Ouest, on a quand même le cas de la zone de l'extrême nord. Il faut noter qu'il y a quelques années il y a déjà l'école normale supérieure de Maroua. Alors, on n'arrive pas à comprendre que, malgré la mise sur pied de cette école, mais qui bâtit quand même tout ce qu'on a comme les enseignants au Cameroun, et notamment dans cette partie du pays, que cette région soit toujours à la traîne. Non, le fait que l'école normale supérieure ait été créée dans la région du Nord, ça n'a aucun effet, ça n'a aucun impact sur la qualité des enseignements. Bon, on s'attendait déjà au contraire. Il faut bien préciser qu'au Cameroun, on n'est pas forcément sûr que c'est des étudiants compétents ou bien qualifiés qui entrent dans les écoles de formation. Là, c'est notre débat. Mais ce que je dis, c'est que quand on va dans la zone du Nord ou même dans la zone de l'extrême Nord et même de l'Adamawa, cela est aussi vrai un peu dans la région de l'Est parce que j'ai quand même exercé dans la région du Nord, donc je sais de quoi je parle. Il n'y a pas toujours suffisamment de ressources. Je veux parler des ressources humaines, je veux parler des ressources infrastructurelles, je veux parler des ressources matérielles. Il y a des établissements où les enseignants arrivent dans le Nord ou dans l'Est en octobre ou en novembre, alors que la rentrée a commencé en septembre. Mais je crois que c'est dans ce souci qu'on a mis sur pied l'école normale supérieure là-bas. Suivre leur salaire. Non, les produits issus de l'école normale de Maroua, malheureusement, ne sont pas forcément déversés dans l'extrême nord. Il y en a qui se retrouvent à l'est, il y en a qui se retrouvent dans le centre, il y en a qui se retrouvent à Douala. Donc peut-être il faudrait donc que l'on puisse voir comment répartir les enseignants sur tout le territoire de manière équitable. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas que les enseignants. Il faut encore les mettre dans les conditions idéales de travail et mettre sur pied les infrastructures, les salles de classe, les bibliothèques et tout pour permettre aux enfants de pouvoir
être dans les conditions qui leur permettent de réussir. Lorsqu'on est à Douala, lorsqu'on est à Yaoundé, lorsqu'on est à Bafoussam, Bamenda, dans les grandes villes, les enfants, même s'ils travaillent dans des conditions difficiles, ont Internet, ils ont des bibliothèques, ils ont des moyens qui leur permettent de compenser le déficit qualitatif en termes d'enseignement dans l'établissement. Alors Emmanuel Nkunkengwaba, est-ce que le facteur climat ne pourrait pas également être peut-être un inconvénient pour ceux de la région de l'extrême nord et un avantage pour les candidats qui sont dans le nord-ouest, où on connaît qu'il fait beaucoup plus frais dans le nord-ouest et il fait toute la canicule que l'on connaît dans la région de l'extrême nord. Est-ce que ce facteur également ne peut pas être considérable par rapport à la performance des candidats aux examens? Bon, je ne pense pas que le facteur climat puisse être un facteur qui puisse influencer la réussite scolaire. Je pense plutôt qu'on peut parler de l'environnement socio-économique. Lorsque vous êtes par exemple à Douala, les élèves à Douala sont en contact avec le monde de l'emploi. Les élèves sont en contact avec des gens qui ont fini leurs études et qui travaillent. Vous avez des ingénieurs, vous avez des médecins. Cela est vrai à Douala, cela est vrai à Bafoussam, cela est vrai à Bamenda, cela est vrai à Yaoundé. Bon. Si vous parlez du climat, mais à Douala également, il fait chaud. Et régulièrement, on a de très bons établissements à Douala qui figurent généralement parmi les premiers. On a par exemple le collège Liberman, on a le lycée de Bepanda qui généralement se classe parmi les meilleurs. Le climat, à mon avis, n'est pas un élément qui peut influencer négativement. Par contre, comme j'ai dit, ce qui est fondamental au niveau de la réussite des élèves, c'est les conditions de travail des élèves, les conditions de travail des enseignants et les infrastructures qui sont mises à la disposition de tous ceux qui sont chargés et d'enseigner et d'administrer les établissements scolaires. Bon, alors maintenant, le baccalauréat dans la poche, vous avez suivi d'ailleurs un reportage à ce propos. Il scrute déjà, il se projette déjà à l'avenir. Certains se voient dans l'enseignement supérieur. Alors, comment est-ce que faire pour qu'un candidat qui a son baccalauréat dans la poche puisse opérer un meilleur choix pour les études supérieures? Bon, il faut bien préciser que le bac n'est pas un diplôme qui donne de l'emploi. Il faut déjà que ce soit clair. Le bac est un diplôme de base qui permet à chaque citoyen de pouvoir, après l'obtention de ce diplôme, pouvoir s'intégrer dans la société. Cela est également vrai en France. Bon, là, maintenant, nous avons deux types de bac. Si on peut résumer ça ainsi, au niveau francophone, nous avons le bac technique. Lorsque vous avez un bac en électricité, si vous avez un bac en comptabilité, vous pouvez déjà aller postuler à un emploi dans une entreprise. Par contre, si vous avez un bac A littéraire, si vous avez un bac C ou D scientifique, vous ne pouvez avoir que la possibilité d'aller à l'université. Parce que c'est comme ça que le bac a été institué, et même en France, le même débat se pose. C'est pour cela qu'il y a quelques années en France, il y a une vingtaine d'années, on a mis sur pied le bac technologique et même le bac professionnel. Donc, il faut maintenant aller vers la professionnalisation des enseignements pour permettre à ces étudiants ou à ces élèves qui ont le bac et qui ne peuvent pas continuer avec des études supérieures de pouvoir être opérationnels au niveau du monde de l'emploi. Alors, l'option, c'est quoi? Les écoles professionnelles ou alors l'université? Non, l'université. L'université pour ceux qui ont le bac A, C ou D. Maintenant, ceux qui peuvent accéder à des écoles de formation, écoles normales, on a dit polytechniques, et facultés de médecine et autres, ils peuvent le faire. Voilà, bon, en tant qu'enseignant, quel est le conseil que vous donnez souvent aux élèves, c'est beaucoup plus ceux qui sont en terminale? C'est de choisir, d'opter pour l'université d'État ou alors les écoles de formation? Non, après le bac, c'est déjà en fonction des capacités, des aptitudes de chacun. Et il y a également des conseils d'orientation. Les conseils d'orientation et les psychologues, ils sont mieux placés pour orienter les élèves au niveau du choix des filières de formation. Parce qu'à ce niveau, aucune erreur n'est permise. Parce qu'une fois que vous avez choisi d'aller faire des études en pharmacie ou en médecine ou en ingénierie, le changement n'est plus possible. Donc, il est question pour les étudiants qui viennent d'avoir le bac de pouvoir se rapprocher rapidement des conseillers d'orientation s'ils ne l'avaient pas déjà fait. Parce qu'il y a beaucoup qui l'ont fait au cours de l'année scolaire et qui savaient déjà après le bac ce qu'ils devraient normalement faire. Donc, à ce niveau, il n'y a vraiment pas de débat. Que l'on fasse l'université, que l'on aille dans une école de formation, ou même qu'on s'oriente directement dans le monde de l'emploi pour quelqu'un qui a peut-être un bac en électricité ou un bac en comptabilité, tout ça est bon pour la nation. Voilà, merci Emmanuel Nkunkengwaba. Il faut rappeler que vous êtes enseignant et analyste éducatif, mais en plus de cela, inspecteur pédagogique régional des mathématiques pour le littoral. Merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie. Donnons-nous rendez-vous demain pour le dernier journal des jours ouverts sur Equinox Télévision. Merci.